y compris les crimes internationaux. Et ce n'est pas qu'une histoire de la théorie. Ces cas sont arrivés au cours de l'histoire. Alors, la communauté internationale a été obligée alors de mettre en place un mécanisme de protection de ces mineurs-là. Et ces mécanismes se constituaient ou encore avaient deux aspects. Le premier aspect était lié au statut pénal de ces mineurs. Comment sera-t-il considéré? Quel statut pénal lui appliquer? Et le deuxième aspect sera lié à sa prise en charge ou sa poursuite. Comment poursuivre ou comment prendre en charge ces mineurs. Donc, d'où les deux aspects. Le premier aspect, c'est la question de la responsabilité. Et le deuxième aspect est la question de la poursuite. Nous commençons par la responsabilité ou le statut pénal. Sachez que la question du statut pénal des mineurs ou de l'enfant auteur des crimes internationaux est complexe, très très complexe. Pourquoi? Déjà, premièrement, sur le plan international, il n'y a jamais eu unanimité sur le seuil minimal des responsabilités pénales. Alors, les conventions internationales prévoient chacune ou encore recommande des seuils différents. Mais le seuil le plus récurrent est le seuil de 13 ans. La Convention internationale recommande aux États de fixer le seuil minimal des responsabilités pénales à 13 ans. Mais parfois, certains montent jusqu'à 15 ans. Mais le seuil le plus répandu est de 13 ans. Donc, contrairement encore à ce que pensent d'aucuns, l'irresponsabilité pénale des mineurs n'est pas absolue, même en droit international. Les États ou les conventionnels recommandent aux États de faire quoi? De pouvoir fixer un seuil. Si un État va jusqu'à 18 ans, c'est l'idéal. Mais les États sont libres de fixer un seuil inférieur à 18 ans. Mais ces conventions recommandent que ces seuils ne soient pas en deçà de 13 ans. Voilà. La CIE aborde cette question, même le règle de Beijing, le règle de Pékin aborde également cette question. Pour les références, je vais vous l'envoyer quand j'enverrai les. Deuxième difficulté, c'est quoi? Nous avons les statuts des JPI, dans les statuts des juridictions pénales internationales, sont divisés sur la question de la responsabilité de l'enfant. Déjà, rares sont les statuts qui abordent cette question-là. Je dis rares sont les statuts qui abordent la question de la responsabilité pénale des mineurs qui auraient participé à la commission des crimes internationaux. À ma connaissance, il n'y en a que deux qui ont abordé clairement la question. Le statut de TSSL, Sierra Leone, qui aborde la question, parce que cette question, ces problèmes, c'est vraiment, c'était une réalité pour la guerre de Sierra Leone, qui a utilisé milliers d'enfants. Il y a eu également le Timor-Leste, le tribunal spécial Timor-Leste, qui a également abordé cette question spécifique. Mais les autres tribunaux internationaux, les juridictions pénales internationales, n'ont pas abordé la question. La CPI se limite à déclarer son incompétence. CPI se dit, en matière d'enfant, je suis incompétente. Il y a également un débat sur cette question, on va y revenir. Est-ce que l'incompétence est une question de fond ou de forme? Est-ce que la CPI, en déclarant son incompétence, déclare-t-elle l'irresponsabilité pénale de ces gens-là? C'est encore notre débat qui livre ces doctrines. Alors, et troisièmement, il y a admission de la responsabilité, admission de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale des mineurs par certains systèmes nationaux. N'oubliez pas, je ne sais pas si je suis le premier intervenant en droit
droit international pénal, mais n'oubliez pas, en cette matière, il y a toujours un partage de compétences entre les JPI et les juridictions pénales nationales. Il y a toujours un partage des compétences entre la justice pénale internationale et la justice pénale interne. Voilà. Donc, étant donné que déjà sur le plan international, les statuts des JPI n'abordent pas toutes ces questions, mais aussi n'élargissent pas la question dans le fond. On est appelé à aller ou encore à se référer à la justice interne. Et sur cette question également, chaque système juridique prévoit des règles différentes. Et enfin, le deuxième aspect, c'est les régimes spécifiques de poursuite de l'enfant. Je viens de vous dire que la CPI s'est déclarée compétente sur la question. Elle ne poursuit pas les enfants. Alors, selon certains auteurs, l'incompétence de la CPI renvoie ou signifie un renvoi implicite au système national. Et selon les autres, ce n'est pas le cas. Il y a donc cul-de-sac. Parce que, comme exemple de la RDC, si nous renvoie en droit congolais, nous aurons un statut bifide. D'un côté, les 0-14 ans qui seront considérés comme irresponsables, et de l'autre côté, les 14-18 ans qui seront soumis à un régime spécifique de sanctions et de poursuites. Certains auteurs disent, mais le problème est que les faits sont tellement si graves que les sanctions prévues en droit interne sont en inadéquation avec la gravité des faits. Voilà un peu la problématique qu'il y a. Voilà, en quelques termes, la problématique de la prise en charge ou encore de l'enfant en droit international pénal. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Vous avez dit que j'allais être le plus vrai possible dans l'espoir que nous allons largement débattre sur certains aspects. Sauf si vous n'avez pas de questions, je reviendrai pour continuer à aller dans le détail. Voilà, si on peut applaudir pour universel, parce que les États avaient finalement décidé de ne plus avoir de juridiction à d'autres ordres. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a crime, il faut penser à créer une juridiction. Et lorsque les débats ont commencé à Rome, c'est le crime d'agression qui a posé plus de problèmes. Parce que finalement, le crime d'agression a été considéré dans son versant crime contre la paix comme les crimes des crimes. C'est-à-dire, c'est un crime qui est fondé sur la guerre. Les États se font la guerre. Et au cours de la guerre, il y a d'autres crimes qui se commettent. C'est comme ça qu'on a qualifié les crimes des crimes. C'est un crime, l'État par exemple qui recourt à la guerre pour régler son différend avec un autre État. Mais pendant ces guerres, il y a des attaques généralisées. Il y a la disparition en tout ou en partie, par exemple, d'un groupe ethnique qui est ciblé. Ce qui fait que le fait pour l'État d'aller en guerre contre notre État était déjà devenu un crime, mais pendant la conduite de cette guerre, le droit international humanitaire est violé. Ce qui fait que le contexte en lui-même de la guerre, c'est un crime. On peut appeler ça crime contre la paix. Mais pendant les crimes contre la paix, lorsque les belligérants qui participent à cette guerre ne respectent pas, par exemple, le droit international humanitaire, ils commettent principalement les crimes de guerre et subsidiairement, dans certaines circonstances, les crimes contre l'humanité. Ils peuvent aussi commettre les crimes de génocide. Et c'est comme ça qu'à Nuremberg, on a considéré que c'est un crime de crime. Et les débats à la Cour pénale internationale
Mais toute la difficulté à la CPI en 97, c'était de retenir la définition. Quelle était la définition qu'il fallait donner au crime d'agression? Et les États, malheureusement, ne se sont pas accordés sur cette question de définition en 97. Mais l'avantage, c'était qu'ils ont réussi à intégrer les crimes d'agression à l'article 5 du statut de Rome. C'était ça l'avantage. Et vous devez le savoir. Le droit international, c'est un droit des rapports de force. Quoi que l'on dise, c'est les rapports, en fait, c'est la force qui est habillée dans le droit. Parce que lorsque vous allez pour créer une juridiction internationale comme la CPI, ce sont les États qui vont négocier. Et le mode d'adoption du texte, généralement, ce n'est pas les votes, c'est le consensus. Parce que si vous allez dans les votes, vous n'allez pas réussir. Pour telle disposition, X va gagner, pour telle autre disposition, Y va gagner, et ça va être une loi qui sera, comme je peux dire en italien, les isobazo. Alors, généralement, les États s'accordent, ils se font des concessions. Et on va les découvrir tout au long des mois exposés. Et c'est dans ce cas-là qu'on a décidé qu'on garde les crimes d'agression, mais il faut aller à la recherche de sa définition. Et naturellement, parmi les États qui ne voulaient pas que les crimes d'agression soient retenus, c'est principalement les États-Unis et tous les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que vous savez que les États-Unis ont plusieurs opérations militaires en dehors de son territoire. Mais ce sont des actes d'agression. Les États-Unis se sont opposés, et jusqu'aujourd'hui, ils s'opposent au crime d'agression. Et pas plus tard qu'hier, je vais vous envoyer une vidéo où on est en train de voter une loi pour restreindre des droits au personnel de la Cour pénale internationale qui s'appellerait à lancer des mandats d'arrêt contre les Américains. J'ai reçu cette vidéo, il y a une loi qui est, je crois, passée au niveau du Congrès. Mais ce sont eux qui financent le plus la Cour pénale internationale. Donc, je disais que c'était des consensus. Et ce consensus a fait qu'on adopte des crimes d'agression en 97, mais on diffère sa définition. Les États négocient. Finalement, on a cette décision. Mais l'ironie du sort, on a cette décision. On a cette décision en Afrique. Et c'est à Kampala, à Ouganda, que la conférence des régions du statut de Rome va statuer sur la définition du crime d'agression. Ils sont venus en Afrique. Ironie du sort, un pays voisin, la République démocratique du Congo, les pays les plus agressés du monde. Ils sont là, ils décident. Ils adoptent une définition. Ils adoptent les conditions d'opérationnalisation de la répression. Mais cette fois-là encore, nous sommes en 2010, ils vont différer l'entrée en vigueur de ces amendements. D'abord, à la condition que 30 États partis ratifient ces amendements, mais en plus, malgré les 30 États partis, ils mettent dans les statuts qu'il faudrait attendre une autre décision de l'Assemblée des États en 2017. Ça voulait dire que même s'il y avait 30 États entre 2010 et 2017, il fallait nécessairement attendre que l'Assemblée des États partis se réunisse et décide si la Cour pénale internationale peut toujours exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression. Au fait, on a voulu donner du temps pour que les gens réfléchissent encore. Parce que vous allez découvrir, j'ai voulu vraiment commencer par cette histoire ici de manière ramassée pour vous remettre un peu dans les bains du sujet que je vais traiter. Et en 2017, finalement, on arrive en 2017, on avait, je crois, 34 ratifications ou acceptations des amendements. Ils étaient contraints parce que c'était un défi. Ils savaient déjà que les États-Unis ne vont pas ratifier, la France, les autres États. Ils ne s'attendaient pas à ce que les États ratifient. Et jusqu'à la ratification, il n'y a aucun pays africain qui avait ratifié. En 2017, finalement, l'Assemblée des États partis va se tenir à New York et va décider d'activer la compétence de la Cour
pénal international à l'égard du crime d'agression. Et donc, matériellement, théoriquement, la CPI, qui est cette juridiction permanente, peut juger les crimes d'agression qui se commettent dans le monde. Alors, les crimes d'agression dont je vous ai raconté un peu l'histoire jusqu'à cette adoption en 2018, ce n'est pas comme les crimes de guerre, ce n'est pas comme les crimes contre l'humanité, ce n'est pas comme les crimes de génocide. Déjà que les crimes de génocide, ce n'est pas n'importe quel crime. Mais les crimes d'agression, c'est encore plus difficile que les crimes de génocide. Parce que, rassurez-vous, que toutes les qualifications des crimes de génocide sont généralement requalifiées en crimes contre l'humanité. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une intention spécifique de la disparition en tout ou en partie d'un groupe qui est protégé. C'est vrai que théoriquement, même quand on tue un membre du groupe, si l'intention c'était d'éliminer une partie ou tous les groupes, théoriquement c'est des génocides. Mais en pratique, c'est difficile qu'on arrive à faire ce genre de qualification. Parce que c'est vraiment une grande stigmatisation de dire que vous avez commis le génocide. Parce que c'est quand même grave, c'est les gens eux-mêmes que vous faites disparaître. Alors, le crime d'agression, c'est un crime très particulier. Il est particulier parce qu'il a beaucoup de particularités. Permettez-moi la tautologie. Et l'opérationnalisation de la répression de ces crimes pose problème. Et c'est là que je veux